venir et voir au niveau de la table d'exposition les articles, que ce soit des CD, que ce soit des documents manuscrits, que ce soit aussi des documents formellement rédigés par le monastère, dans le cadre justement de la diffusion de leur didactique, de leur enseignement de la chorale de Moussa. Frère Kata, vous voulez donner un mot? Merci, monsieur Magloire, de me laisser remercier l'école, d'abord, l'École nationale des arts, qui m'offre cette occasion. J'ai déjà contacté l'école il y a près de 50 ans, quand je suis arrivé comme ça en 1963, et que j'ai découvert la chorale, comme on va le rappeler tout à l'heure. J'ai eu affaire à Mamadou Kouyaté et à M. Santos, qui était professeur à ce qu'on appelait à ce moment-là l'Institut des Arts déjà, tout du temps du président Senghor. Je suis un vieux, j'ai plus de 53 ans de vie au Sénégal. Voilà. Je suis arrivé, j'avais 37 ans. Et maintenant j'en ai 90. Voilà. Vous m'entendez bien? Oui. Bon. Alors, je ne peux plus jouer, excusez-moi, mais je ne peux plus faire des démonstrations de chorale, parce que, comme beaucoup de vieux, j'ai de l'arthrite dans les mains, vu l'âge, j'ai quand même quelques faiblesses. Merci de votre indulgence. Bon, ok, merci, Frère Kata. Alors, c'est une conférence musicale, donc on n'a pas voulu insister sur le caractère magistral, intellectuel et tout. On a voulu garder aussi l'aspect musical dans la présentation des diapositives. Hein. Mais, toujours est-il que s'il y a des échanges, on peut toujours compléter. Fadé Dramé est un véritable ami. Le directeur actuel de l'atelier de fabrication de chorale. Expérimentation en fait, de la chorale traditionnelle pour un patrimoine musical qui n'était pas, du point de vue en tout cas culturel, le même. Mais le frère Kata a pu trouver des associations en termes de musique modale qui ont fait que voilà, le développement de la musique chorale a su se faire au monastère. On va lui demander de revenir brièvement sur ce point avant qu'on ne développe les aspects, on va dire, littéraires du travail des moines avec la chorale. Est-ce que vous pourrez revenir sur vos approches d'adaptation de la musique grégorienne à la chorale? Vous avez écouté tout à l'heure la chorale, mais c'était un peu rapide et lointain. Puis l'enregistrement date quand même de 1966, pas loin. Et donc, et c'est fait, l'enregistrement que vous écoutez, à l'époque de la célébration du Festival des Nègres, Festival des Arts Nègres, 1966. Et donc, déjà à cette époque-là,
les efforts que nous avions fait à Kamusa pour adapter la Torah traditionnelle a été connu des journalistes de Radio Paris. Et l'enregistrement que vous venez d'écouter, c'est un enregistrement de Radio Paris, donc, qui est venu à Kamusa nous enregistrer pendant la célébration des Arnères. Il a transmis ça après en France, à Radio France. C'est très difficile. Alors ce que vous avez entendu, c'est... Je chante avec des notes. L'accompagnement. La, sol, si, sol, la, fa, sol, do, la, la, alors pendant le chant, lui, c'est... Et quand on fait la, je fais... Je baisse pour faire que c'est moins dissonant. C'était très simple. Mais ça représente quand même pas mal de maîtrise d'un instrument. Très bien. Et peut-être qu'il n'a pas rajouté, jusque-là, l'atelier du monastère n'avait pas encore conçu le Kora. Donc en 66, il continuait à utiliser la Kora traditionnelle. Okay. Bon, il y a eu par la suite, on va le voir dans les diapos qui suivent, diapo 19. Voilà, à partir de 1968, une première production de méthode. Et la méthode que vous voyez là, en premier, c'est une méthode d'accompagnement. Ce n'est pas encore une méthode qui permet à l'instrument de développer une ligne mélodique en tant que telle. Celle de 68. Vous l'avez aussi sur la table pour tout à l'heure. Celle qui est un peu plus, celle qui est en dessous, elle date de 1971. Et ça, ce sont des exercices pratiques de Kora. Okay? Donc, c'est plus des exercices techniques pour leur permettre de développer leur doigté. Tout. Donc, 68, première méthode d'accompagnement. 1971, premiers exercices de Kora. On va voir comment ça s'est développé 4 ans après, plutôt 6 ans après, en 1977. On va passer à la diapo. Non, avant la diapo 20, on va faire quelques explications d'ordre technique en termes d'instrumentation et de notation. Voilà. Diapo 20. Voilà, vous voyez la Kora, ça c'est surtout pour les élèves de première année, les élèves professeurs en éducation musicale. Vous voyez sur les schémas, on vous indique, on vous présente l'étendue de la Kora qui va, comme vous le voyez sur le clavier, pratiquement sur, presque sur 4 octaves, 3 octaves et quelques. Donc l'étendue va du Fa1 au La4 et vous avez 3 octaves et une seconde majeure. En termes d'intervalle, depuis le son le plus grave jusqu'au son le plus aigu, vous avez une 24e. Okay, en termes d'intervalle. Et bon, on considère quand même qu'un instrument qui a une telle étendue offre un champ d'exploration sonore assez grand. Parce que si on a la possibilité d'avoir jusqu'à 24 sons, alors que normalement, même avec rien qu'une octave, on peut faire des compositions assez intéressantes. Et si on en arrive à 24 sons, c'est 24 échelles, quoi, je veux dire. Pas son en tant que tel, 24 hauteurs, ça offre beaucoup de possibilités, quoi. Hein? Bon, le genre de l'instrument traditionnel, il est diatonique. Donc, les moines ont découvert l'instrument avec son caractère diatonique. Vous avez vu tout à l'heure les diapos qui sont passés. On en est arrivé à concevoir des instruments chromatiques qui permettent donc de moduler sans trop de difficultés. Okay. Bon, les possibilités polyphoniques de l'instrument, c'est vous pouvez jouer avec 4 doigts, donc on peut avoir combien de sons? 4 sons possibles en même temps. Okay? On peut construire donc des accords jusqu'à 4 sons, voire même plus si on suspend certains degrés dans l'accord. Diapo 21. Voilà, ça c'est la convention d'écriture. Je vais un peu me rapprocher, vous allez prendre vos feuilles là pour bien suivre. Diapo, vous voyez le frère Lubé, qui est toujours vivant, qui a donc conçu des koras avec des clés de guitare. Je pense que ce sont des clés qui venaient du Japon. Ensuite, on avait des clés en métal, c'est ça? En
en métal. En métal. Le métal, c'était encore le même système. Là. Ok. Attendez. Mais ça c'est déjà un peu évolué, ça, la première là. Ouais. Mais ça, ici, c'est en vue des coras chromatiques. Chromatique en vue. Voilà. Et ça, c'est le premier stade, et le stade définitif. Là, elle est en fabrication, au milieu, là. Oui. Okay. Et après, on ajoute les clés, qui, de nouveau, d'ailleurs, sont encore changées, sont améliorées, là. Tout récemment, cette année, je crois, il a sorti un nouveau système, beaucoup plus perfectionné encore pour ces coras. Pour ces mécaniques qui font en baissant, on baisse d'un demi-ton, en levant, on lève d'un demi-ton. Alors on fait majeur, mineur, et fa la, fa la do, fa la do, fa la c'est majeur, la do c'est mineur. Et si vous faites fa la dièse do, alors il faut lever le la, ou bien baisser le très bien. En tout cas, ils auront, surtout ceux qui sont derrière, la classe de chorale traditionnelle aura surtout à découvrir cela de manière concrète avec l'atelier de tout à l'heure. On va poursuivre. Voilà. Bon, il y a eu aussi un usage extra monastique de la chorale. Ça, c'est la preuve, en fait, que le travail de facture qui a été réalisé par l'atelier de lutherie du monastère a été apprécié au-delà même du cadre de la production musicale religieuse. Parce que des instrumentistes traditionnels, modernes, se sont appropriés après, ont préféré utiliser les chorales de Moussa. Okay. Lui, par exemple, c'est Soriba Kouyaté, c'est le fils de Kouyaté, hein, qui avait eu à collaborer avec Mounion. C'est son fils, quoi, qui est décédé, Soriba, mais qui est reconnu comme vraiment un brillant instrumentiste. Sarah Kaler également. Vous voyez ce qu'ils utilisent là, ce sont des chorales de Moussa. On va passer à un témoignage. Vous voyez, là, il y a un témoignage de Soriba concernant la chorale de Moussa. Il dit pourquoi il opte pour la chorale de Moussa, malgré le fait qu'il est issu d'une famille créole qui a eu à concevoir même la chorale traditionnelle, mais il a préféré, pour des raisons qu'il explique ici, pourquoi est-ce qu'il préfère utiliser la chorale de Moussa. Je peux compléter ici pour Soriba. Un jour, il est venu à Kamoussa et il avait déjà acheté une chorale, et même deux, je crois, et il en avait besoin encore une, parce qu'il s'est fait voler une chorale dans un voyage qu'il faisait à l'étranger. À l'aéroport, la chorale a disparu. Il est venu, il dit, je ne peux plus travailler. J'ai un chorale traditionnel. Ah oui, mais je ne peux pas jouer avec toi. Je ne peux pas passer jusque-là. Tout en jouant, je continue. Mais... Donc il a acheté une chorale à clé du père Big Ben. Très bien, je laisse pour le son. L'ordinateur nous a lâché, on a pas. Bon, non, c'est pas grave. Vous avez juste une idée du témoignage de Soriba. Mais Soriba ne fait pas de la musique religieuse. Hein. Il fait de la musique populaire, vous pourrez même dire de la musique de fusion. Si vous écoutez ses œuvres, ce sont des œuvres vraiment contemporaines, quoi. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'il fait, c'est le fait qu'il ait rendu quand même hommage à l'œuvre de facture de Marcel. On peut évoluer? Oui. Bon, à partir des années, on tend vers la fin là, on va terminer avec deux diapositives concernant l'apogée de la chorale de Moussa. À partir donc du début des années 80, plus précisément en 1983, la formulation de la musique de Moussa a évolué. Au départ, on avait simplement utilisé la chorale pour en faire un instrument d'accompagnement. Après, on a transcrit quelques airs. Vous avez écouté des adaptations classiques comme celle de Jean-Sébastien Bach et le canon aussi qui a été composé par le frère Kata. Après, la troisième étape qui constitue vraiment l'apogée de la musique de Moussa, de la chorale de Moussa,
ce sont les œuvres concertantes, les œuvres qui exigent une formulation d'écriture assez savante. Okay? Et ces œuvres-là sont là. Vous avez par exemple le Banéhoulen, c'est une suite pour Kora qui obéit à une disposition de mouvement sur 3 mouvements, un allegro, un presto, je pense, et un andante. Donc, en respectant un peu les conventions d'écriture classique. Vous avez d'autres œuvres comme Quand René le matin, qui a été exécuté par, qui a été rédigé par un moine, je pense aussi dans les années 80. Hein, on aura l'opportunité d'écouter tout à l'heure. Mais je voudrais que le frère Kata revienne sur ça et qu'il nous explique en fait qu'est-ce qui a été à l'origine de la conception de ces œuvres d'un point de vue technique et pourquoi après il y a eu le témoignage d'un moine concernant la qualité de ces œuvres-là et leur point solsticial, on va dire, quoi, en termes de conception et de formulation musicale, pour Banéhoulen et pour Quand René le matin. Alors, le Banéhoulen, donc, à l'origine, j'avais des élèves. Soprano, alto. L'aigu, c'est les sopranos. Réponse, alto. Soprano. Alto. Par les ténors. Merci, merci. Et ça, c'est aussi une invention du monastère, ça. Les supports de Coran. Pour pouvoir, vous voyez, jouer. Ici, on ne voit pas bien sur la photo, mais il y a un moment, le frère Grégoire Philippe, là, qui joue, il a une main sur cette Coran que vous voyez, et une autre avec la main droite. Il joue sur la chorale la plus loin sur la photo, vous voyez. En même temps, il joue comme ça. Alors, et même, il peut jouer sur la chorale qui est tout à fait à droite, là, qui est des clés en bois. Vous voyez, je pense que ça doit être la ténor qui est là-bas. C'est celle-là, la ténor, vu la calebasse, quoi. Non. Je pense pas, enfin peut-être, mais apparemment ça paraît en effet la plus grosse calebasse. Oui, c'est ça. Alors il pouvait jouer avec la première et celle de droite, celle de gauche, c'est pas mal, comme ça. Bon, il est un peu obligé de respecter quelques règles, disons, des moines, quoi. Il est un peu modeste. Parce que en fait, la publication sonore du morceau, c'est lui. Donc, le frère Grégoire Philippe, la production sonore, le frère Grégoire Philippe a conçu l'œuvre, l'a joué pour lui, mais ne l'a jamais enregistré. Okay. Celui qui a enregistré l'œuvre et qui a joué sur les 2 choras sur le CD, c'est le frère Kata. Et ici, il y a une photo qui illustre justement son jeu en passant d'une chora à une autre. Il était un peu plus jeune, il n'était pas encore atteint d'arthrose des doigts. Donc ça lui permettait de passer d'une chora à une autre aisément, quoi. Voilà. Donc si vous écoutez l'œuvre, vous allez penser que c'est 3 joueurs qui jouent, mais comme l'a rappelé votre camarade en lisant, c'est 3 choras pour un choriste. Voilà. Bon, c'est fait exprès, c'est pour montrer un peu la dextérité. Ça donne un sens, je crois. Je pense qu'une belle musique, vous voyez, doit trouver un sens. On ne fait pas de la musique moderne, les gens sont fatigués, ils rentrent du boulot, ils arrivent à la maison, tandis que les griots, par exemple, justement, on a parlé de Feu des Dramés, là. Il a fait un morceau spécial pour
morceau, c'est pas un morceau, c'est une composition traditionnelle, mais tout en jouant, il dit ce morceau-là, eh ben, c'est pour les moines, parce que je suis content de jouer pour eux. Donc, en même temps qu'il joue, il voulait exprimer sa pensée, son affection pour les moines, pour la joie de voir que son instrument était modernisé et pourtant respectait la tradition de son ethnie. Voilà. Je pense que c'est important, ça. Oui, c'est donner important. un sens à la musique. Une bonne musique, il peut y avoir beaucoup de sens d'ailleurs. Ça. Très bien. On va, pour terminer donc, de la conférence de calendrier le matin. Voilà, c'est sur cette musique de recueillement qu'on va remercier le frère Kata pour l'exposition. Je l'ai invité à un oral, je pense qu'il a réussi l'oral. Voilà. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des... Merci. Voilà. Maintenant, on devrait rester encore un peu. On devrait passer normalement à la troisième étape, l'atelier avec les élèves. S'il y a des réactions, on peut prendre 2-3 questions maximum pour le frère Kata. Merci. Je commence d'abord par remercier mon père. Je remercie aussi tous ceux qui ont initié cette conférence. J'avais une seule question. Je demande si la Kora à clé est née au Sénégal. C'est la seule question que j'avais. Il demande si la Kora à clé. Elle est née vraiment, la Kora à clé, c'est la première Kora à clé, c'est vraiment comme ça. Les autres après sont venus 10 ans à peu près. Il y a eu des copies. Et les premières copies ont été celles faites par Mamadou Kouyaté. Quand il a vu qu'on vendait des koras à clé de bois, il a fait aussi une kora à clé de bois. Mais il n'avait pas la technique, bien sûr, du permenio, vous comprenez. Et pas aussi la possibilité ensuite, après, de faire venir des koras du Japon, parce que c'est là que c'était moins cher. De toute façon, quand même, vous voyez, c'est un atelier qui suppose des outils, beaucoup d'outils. Hein, parce que c'est très précis. Très bien. Je pense que c'est bon. Mais c'est comme. Je me souviens d'avoir vu sur Internet une conversation. Vous savez, quelquefois, il y a des gens qui se causent par Internet. Là, il y avait en même temps une photo, on les voyait aussi en même temps parler. Donc, il y en avait un qui avait une kora à clé de Karoussa, une kora Monio, et puis l'autre qui avait une kora fabriquée, je sais pas, un français quelconque. Alors, celui qui avait la kora Monio, qui ne connaissait pas Karoussa, mais il avait une kora Monio quand même, il l'avait acheté. Il disait, tu sais, tu ne peux pas avoir meilleur que les koras de Karoussa. Et celle que tu as, c'est pas pareil, c'est pas aussi bien, ça ne tient pas aussi bien, c'est pas etc. Bon. Très bien. Une autre question? Je voulais savoir, j'avais une seule question, c'est-à-dire, vu les statistiques faites avec la projection, il me semble que l'expansion de cet instrument s'est fait avec le monastère de Keumsa. Je voudrais savoir si vraiment l'expansion de la Kora s'est faite avec le monastère de Keumsa. Est-ce qu'on peut dire que, d'une manière générale, l'expansion de la Kora,
de cet instrument, c'est fait avec le monastère de Kër Moussa. Ah, si c'était des moines qui achetaient ou bien des... C'est-à-dire que l'instrument est d'origine manaine. Oui. Mais Ah, ok. est-ce qu'en réalité, c'est les manènes qui ont fait l'expansion? Ok. Oui, qui ont propagé l'instrument ou bien c'est le monastère de Kër Moussa qui les a. Bon, là, parce que tout y est, quoi. Tout y est en termes d'adoption, quoi, de la Kora et de l'expansion de celle-là aussi. Bon, une dernière question. Vous voulez ajouter un petit mot. Et comment on appelle ça? Un brevet de. Brevet d'invention. C'est pas un brevet d'invention, mais une marque déposée. À l'intérieur de la Kora, vous avez le numéro qu'on voit en bas, là, près de suite, le numéro KM, avec une étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles selon la qualité de l'instrument. Ça se voit. Et puis à l'intérieur de la calebasse, là où il y a le trou, on voit la marque déposée. Donc tous les Koras qui sont près de Kër Moussa n'ont pas ça. Donc ça se voit très vite. C'est une Kora de Kër Moussa. Et actuellement, on est rendu à 2000 au-delà. Oui. 2010 à peu près. Oui. Et donc l'extension s'est encore développée depuis le tableau que vous avez vu. Mais quand même, 1000 Koras en France, c'est quand même, tout le monde ne joue pas avec ça. Il y a des gens qui ont acheté des Koras pour décorer leur salon. C'est tout. Et c'est pour ça que pour protéger les belles Koras, les Koras exceptionnels, qui viennent de ce que l'instrument, elles sonnent mieux que les autres, on ne sait pas très bien pourquoi encore. Alors pour les préserver, le prix est plus élevé. Ce n'est pas que le travail est plus exigeant, mais la qualité, pour préserver l'instrument. Sinon, vous voyez, il y avait des très bons joueurs qui voulaient une très bonne Kora, mais bon, on n'en a plus. Elle a été vendue par un type qui venait dans son salon. De toute façon, c'est pour compléter et puis dire qu'on est dans une perspective heureuse aussi ici, parce que l'école envisage aussi d'acheter pour l'année prochaine 3 Koras de Kër Moussa, afin qu'à côté de la Kora traditionnelle qui est enseignée par M. Ansou Diabaté, que la Kora de Kër Moussa aussi puisse être associée et que les élèves puissent aussi bien connaître le doigté traditionnel que le doigté de Kër Moussa. Voilà. Et puis jouer aussi en tenant compte des compositions écrites. Voilà. On va prendre une toute dernière question, hein. Vraiment une toute dernière. Voilà. Merci beaucoup. C'était juste pour comprendre, pour savoir si la peau à utiliser pour confectionner la Kora reste toujours la peau de biche. Parce qu'il paraît que j'ai lu quelque part, et c'est Isha qui le disait, je crois, que c'est la peau de biche. Est-ce que c'est la peau qui est toujours maintenue? Si oui, alors vous nous expliquez comment maintenant faire pour avoir cette peau-là, dans la mesure où la biche aussi vraiment, c'est un animal qui se raréfie cette espèce-là. Voilà. Moi, je savais. Pas comme ça. Toujours la peau de vache, hein. Parce que les chairs, c'est pas assez solide. C'est très calculé à l'atelier, le père Meuniot, c'est lui qui a fait ça, calculer la tension quand la Kora, si vous accolez la Kora en sol majeur, par exemple, le Fa, la gamme de Fa, si vous la montez en sol, moi je jouerai toujours en sol, c'est plus gai, plus joyeux, plus etc. Mais ça fait, s'il y a une peau de chèvre, avec le Vendès par exemple aussi, le Vendès qui fait que ça tend tout d'un coup. De voir si on ne pouvait pas faire des calebasses synthétiques, en matière synthétique, vous voyez. Et il en a fait une dizaine comme ça. Il n'a pas pu continuer parce que justement, les Koras synthétiques ne bougeaient pas avec la température. Tandis que, alors finalement, ça faisait éclater les peaux, même les peaux de vache, quand il faisait très très chaud et que tout était
très tendu, que la Cora montait en sol dièse, par exemple, et un tas de montait en fa. Alors, elle se fondait aux endroits où il y a les rampes, etc. Donc il a été obligé d'abandonner. Voilà. Ah, peau de biche. Ah, excusez-moi, je n'ai pas entendu. Ah non, je ne savais pas qu'il y avait des coras avec des peaux de biche. J'en ai jamais vu, personnellement. Bon, ça devait être de facture très ancienne, quoi, à l'époque. Vraiment. Ça, je pense que même pour le djembé aussi, c'était la peau de biche. Mais maintenant, comme c'est une espèce rare, j'ai vu des koras avec des clés en boyaux d'animaux. C'est koras traditionnel, hein, ouais. en boyaux. Les corps. Mais quand je suis arrivé, déjà le nylon remplaçait les boyaux. Parce que les boyaux c'est très fragile, alors il fallait les remplacer tout le temps. La modernisation en plus. Ouais. Mais les cordes de pêche sont des cordes de pêche quand même. Le nylon, ça sert à des cordes de pêche. Mais il a fallu que, pour le gros fa, le fa 1, à gauche, qui est très bas, hein, surtout les corps à ténor, il faut un diamètre qui n'est pas dans le commerce. Hein. Donc on a fabriqué pour nous une sorte de nylon spécial pour nos corps. Et ça vient de France. Très bien. Bon, donc nous allons encore... C'était ok quoi, parce qu'on a vu des choses qu'on n'a pas vues avec Moussi Diabaté. Et je crois que ça peut nous donner quelque chose quoi. Je crois que c'est... Vous avez bien aimé cette conférence sur la Cora en général. Vous avez bien aimé la conférence et le film, cette découverte de la Cora modernisée. On l'a bien aimé, oui. D'accord. Ok. Et vous-même, vous jouez déjà de la Cora? Vous jouez déjà la Cora? Oui, c'est notre première année, mais... D'accord. Mais la Cora traditionnelle? Oui, on parvient à le jouer quand même, un peu quoi. Ok. Et quelle différence vous trouvez avec la Cora modernisée de Kër Moussa? La différence, c'est la Cora de Kër Moussa, il y a je ne sais pas comment... Oui, des demi-tons. Des demi-tons et des... Pour changer la gamme, il y a des clés pour fixer. C'est bien ordonné, quoi, c'est bien ordonné. Et j'espère que ça... C'est quelque chose de Bon, moi c'est Youssouf, élève en deuxième année à l'École nationale des arts. On a eu à passer un moment très important lors d'une conférence du frère Dominique Kata, qui nous a beaucoup enseigné sur la Cora, vu l'historique de la Cora et l'expulsion que les moines ont eu à faire de la Cora. Ils l'ont transporté d'un lieu à un autre de manière vraiment extraordinaire. Ça a été vraiment un moment d'enseignement qu'on a vécu vraiment. Et on a su en tirer beaucoup de connaissances. En plus, en dehors de ce qu'on apprend à l'école des arts. Parce qu'il y a eu une différence entre la Cora qu'on apprend à l'école des arts, ça veut dire qu'elle est traditionnelle. Et on a su découvrir maintenant
la Kora à Montréal, vraiment avec les membres de Kermoussa. Vraiment, ça nous a beaucoup aidé quand même, parce qu'en peu de temps, on a su apprendre beaucoup de choses concernant la Kora. Quand vous comparez entre la Kora traditionnelle et celle moderne, vous y trouvez une différence. Parce que la Kora moderne, on a la facilité de jouer. Parce que c'est bien accordé, les sons sortent de manière vraiment extraordinaire et c'est bon à l'oreille. Pour moi, tout d'abord, je vous remercie beaucoup. Les gens du Keur Moussa, les Kora de Keur Moussa, parce que pour moi, ça a été une grande surprise pour moi, parce que je n'ai jamais touché ça. J'étais avec un copain à moi qui me parlait de ça. Et lors du conférence, je me suis dit que c'était la première fois que je touche à une Kora de Keur Moussa. Et ça a été pour moi une grande première fois de voir le Kora de Keur Moussa. Et ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'a beaucoup aussi motivé. Et j'ai beaucoup aimé la Kora de Keur Moussa. La fois passée, nous on jouait au Kora traditionnel. Et bon, pour moi, quant à moi, j'avais des difficultés à jouer au Kora traditionnel. Et quand j'ai pris la Kora de Keur Moussa, facilement j'ai joué, j'ai aimé. Et ça m'a donné une mélodie extraordinaire. Bonjour, je m'appelle Papa Karissania. Je suis élève artiste à l'École nationale des arts du Sénégal. Et bon, la fois passée, j'ai découvert dans ma vie quelque chose qui m'est jamais arrivé, et la facilité aussi d'un instrument appelé Kora que j'avais connu traditionnellement. Et la fois passée, j'ai encore trouvé une facilité à l'aide d'une Kora appelée la Kora de Keur Moussa. Ils étaient venus ici nous démontrer l'utilité de leur travail qu'ils ont fait, la transposition qu'ils ont fait de la Kora traditionnelle et à la Kora moderne. Et ils m'ont appris des accords que je croyais que je vais les trouver que sur la guitare. Et là, j'ai trouvé ces accords sur la Kora. C'était vraiment très intéressant. Et ils m'ont encore motivé à plus jouer, à chercher à jouer la Kora pour faire partir de ma musique que j'ai tant rêvé depuis mon enfance. Et depuis ce jour, j'ai décidé de suivre la Kora, même si ce n'est pas à l'école ailleurs, mais surtout la Kora moderne qu'ils ont parvenu à créer. Franchement, je trouve ça extraordinaire. Et je suis tellement fier de leur travail qu'ils ont fait. Et je leur souhaite aussi une bonne continuité, une bonne arrivée à leur mission sur la Kora, l'ambition qu'ils ont pour propager cette Kora dans ce monde entier. Que Dieu les aide. Et là, c'est ça. Merci. Bonjour Pierre. Bonjour. Je vois que vous jouez bien la Kora. Oui, je m'en donne un peu. Qu'est-ce qui vous a amené à apprendre cet instrument? Parce que la Kora, ça aime une bonne musique. Quand tu joues la Kora, c'est vraiment exceptionnel.
La musique c'est douce et j'aime bien, j'adore ça. Vous êtes à l'école des arts depuis combien d'années? C'est ma première année, oui. J'ai fait Puna ici. Vous avez commencé l'apprentissage de la kora traditionnelle cette année alors? Oui, je l'ai commencé cette année il y a 4 à 5 mois. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir la kora précisément comme instrument? Traditionnel. J'aime la musique et la kora. Oui, il y a le piano, il y a d'autres instruments, la guitare, tout. Tu choisis le piano ou la guitare? Moi, j'ai choisi le piano. Entre les instruments traditionnels, c'est la kora ou le djembe. Moi, j'ai trouvé que la kora est mieux, encore mieux. Oui. Parce que c'est une musique vraiment douce que ça. J'aime bien quand je joue de la kora. Mais vous savez d'où la kora tire son origine? Non, là, ça, je ne sais pas. D'accord. Vous avez déjà vu d'autres koras en dehors de la kora traditionnelle? Avant, je ne connaissais que la kora traditionnelle, mais après la conférence que vous m'avez montrée, c'est vraiment waouh. J'ai raté une chose, parce que vraiment, je regrette de ne pas être venue ce jour-là. Parce que d'après ce que j'ai vu, c'est fantastique. Parce que là, avec ce kora-là, on a des problèmes tout le temps pour accorder. Tout le temps quand on vient, il faut accorder encore. On perd des minutes pour accorder ça. Maintenant, avec la kora moderne que vous m'avez montré de Kermoussa, c'est encore mieux. Parce que je vois là-bas, il y a des trucs pour bien accorder les koras. Et la musique aussi, c'est beaucoup mieux avec les koras traditionnels. Les koras modernes, autant pour moi. En dehors de la kora, vous faites un peu de piano. Oui, je fais. Et quelle est la différence que vous trouvez entre un piano et une la kora? Oui. Piano et la kora. La kora, c'est une musique vraiment très douce. Et c'est sensationnel pour moi. C'est vraiment sensationnel. Mais qu'est-ce que vous aimeriez faire après cette école, après votre formation à l'école des arts? Moi, j'aimerais devenir une musicienne professionnelle. Je vais partout au niveau international. Qu'on entende ma musique partout. Et bien sûr, je pense continuer à jouer de la kora. Bien sûr. Je ne vais pas arrêter, je vais continuer à jouer de la kora et je vais encore plus m'exercer pour être encore mieux avec cet instrument. Et j'aime la kora. Et à toutes les dames, qu'est-ce que vous pourriez dire sur la kora pour les encourager à faire davantage, à en faire un peu? Venez jouer de la kora parce que vraiment c'est un instrument trop waouh, c'est sensationnel comme je le disais tout à l'heure. C'est un instrument que j'aime bien. Vous connaissez déjà des femmes qui jouent la kora? Non, j'en ai jamais vu. À l'école, vous êtes combien? À l'école, on est 2 à jouer de la kora, moi et une autre fille, Famambo. Mais là, elle était une auditrice libre. Donc, dans la classe, c'est moi seule qui joue de la kora. Oui. En première année, je suis la seule. Voilà, la journée sur l'atelier, la conférence sur la kora de Kermoussa à l'École nationale des arts a été vraiment porteuse auprès des élèves et surtout aussi auprès de l'entendement que nous, les administrateurs de l'école, en avaient. Ce que l'on recherchait, c'est que les élèves puissent, à travers la rencontre avec le frère Dominique Kata et les représentants du monastère, connaître en fait l'organologie de l'instrument, l'historique aussi de l'appropriation qu'en a fait le monastère pour le modifier et en apporter un développement en termes de facture qui est passé d'une kora à ampe à nouveau cylindrique jusqu'au kora à clé et l'invention aussi du système qui a permis au kora de pouvoir moduler de manière chromatique, quoi. Donc je pense que les élèves en ont tiré un grand profit. J'ai eu quelques échanges avec eux. Les élèves qui étaient en classe de kora traditionnelle, de même que le professeur, sont tous d'avis que les koras de Kermoussa sont d'une facture exceptionnelle
et pourront leur permettre de pouvoir poursuivre leur apprentissage de cet instrument comme il se doit.